Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la biodiversité. Je suis Jennifer Huette du CNIEL, l'interprofession laitière française, et avec mon collègue Ronan Lasblaise du CNIEL également et Vincent Manneville de l'Institut de l'élevage, nous allons vous présenter la méthode Biotex et son application dans le cadre du projet Eurodairy avec une présentation des premiers résultats. Alors bonjour à tous, je suis Ronan Lasblaise du service environnement du CNIEL. Donc dans le cadre du Work Package 4, nous avons travaillé sur les liens entre la biodiversité et l'élevage laitier. Donc d'abord, on peut s'intéresser à la définition de la biodiversité que l'on peut donner. Assez généralement, on peut la décrire comme le nombre et la diversité des êtres vivants et de leurs évolutions dans les écosystèmes. Donc on s'intéresse à la diversité au sein d'une espèce, entre les différentes espèces et entre les différents écosystèmes. Donc dans notre démarche, il nous a paru important de faire la différence entre la biodiversité extraordinaire, c'est-à-dire les espèces en danger, en voie de disparition, qui induisent de fait des protections spécifiques, des politiques spécifiques pour qu'ils puissent être sauvés, et la biodiversité ordinaire, donc a également une importance et une richesse qui n'est pas lue par le prisme de leur rareté, mais plutôt par leur interaction avec les écosystèmes. Donc c'est en ce sens que cette biodiversité nous intéresse par rapport à l'élevage. De fait, le paysage du parcellaire et les paysages agricoles ainsi que les pratiques agricoles ont une influence sur la biodiversité. Par exemple, avoir une variété de types de cultures ainsi que des infrastructures agroécologiques comme par exemple des haies vont permettre d'assurer des corridors agroécologiques qui, de ce fait, vont permettre aux différentes espèces de l'écosystème d'évoluer dans leur lieu d'habitat et de pouvoir continuer de prospérer sur ces espaces agricoles. Euh, de ce fait, c'est bien l'outil que l'on va utiliser, Biotex, va s'intéresser justement à cette biodiversité ordinaire. Donc, dans le cadre d'Eurodairy, pour traiter de la question de la biodiversité, nous avons utilisé l'outil Biotex. Donc, c'est un outil et une méthode qui a été construite par l'IDEL, donc soutenue par le CNIEL. Donc, à la base, cet outil comprenait 7 indicateurs composites qui lui-même comprenait 23 indicateurs simples. Donc, pour Eurodairy, seulement 3 indicateurs et 3 modules, de ce fait 3 modules sont utilisés. Donc pour les modules, pour avoir une clé de lecture, on utilise 3 différentes échelles. Donc l'échelle du territoire agricole, l'échelle de l'exploitation et l'échelle de la prairie. Pour s'intéresser à la question de la biodiversité, ce sont des indicateurs indirects qui ont été utilisés. Donc pour rendre cet outil faisable et effectif, puisque les outils directs de comptage d'espèces sur une parcelle ou sur un espace agricole, c'est une activité qui prend beaucoup de temps et du coup qui est beaucoup plus donc le comptage direct qui est coûteux pour les différents acteurs. Donc ici, avec l'utilisation d'indicateurs indirects, l'idée n'est pas de compter un nombre d'espèces, mais plutôt de relever les éléments clés d'un écosystème, donc par exemple à ce qui constitue un corridor écologique, et notamment les pratiques agricoles qui vont influer sur ces corridors, sur ces écosystèmes. Donc ici, on peut prendre par exemple la gestion des haies qui peut être faite sur une exploitation. Donc le relevé des indicateurs indirects permet d'avoir également directement accès à certaines données, par exemple sur le parcellaire, assez rapidement mobilisables, donc qui facilite le déploiement de cet outil. Euh, la réflexion globale autour de cet outil, donc qui est qu'il soit facile à mettre en place, mais qui soit efficace aussi au niveau du temps nécessaire pour sa réalisation. Donc il faut moins d'une demi-journée sur l'exploitation et une demi-journée au bureau pour traiter ces éléments. Et il faut que ce soit également un outil qui soit facilement assimilable par les éleveurs, avec des concepts simples, des liens entre la ferme et son territoire, et également l'idée de faire la promotion du travail des éleveurs en lien avec la biodiversité
et avec un retour à l'éleveur qui soit assez simple. Donc tous ces principes forts servent justement à avoir une meilleure connaissance et une appropriation plus forte qui va être faite de la part des différents acteurs, et notamment par les éleveurs, pour que ce soit un sujet qu'ils puissent s'approprier. En résumé, il est important que ça soit un outil qui soit facile à utiliser, basé sur des méthodes scientifiques, donc toujours avec ces indicateurs indirects, et en s'appuyant sur une comparaison entre l'exploitation et son territoire agricole pour être le plus juste possible dans les relations des différents écosystèmes et de la ferme avec son écosystème. Donc l'outil Biotex s'appuie sur 3 modules qui vont être mieux expliqués plus tard, mais rapidement ces 3 modules c'est ce qui apparaissent ici. Donc le premier module, c'est la description de la mosaïque paysagère, qui s'intéresse à l'utilisation des espaces. Donc on utilise alors comme indicateur la vision qu'on a de la diversité des cultures et du parcellaire, donc sur un territoire agricole donné. Donc ici, on s'appuie surtout sur 2 échelles, donc celle du territoire et celle de la ferme, en comparant justement la ferme avec son territoire. Le deuxième module, c'est la description de la diversité paysagère par l'analyse de la distribution spatiale des éléments agroécologiques. Donc là, l'indicateur qui est utilisé, c'est la présence des éléments agroécologiques, donc par exemple des haies, des arbres. Donc ici, on s'intéresse surtout à l'échelle de l'exploitation. Ensuite, il y a le troisième module, qui est la gestion des prairies par l'éleveur, par son rôle de régulation écologique. Ici, l'indicateur qui va être pris, ce sont notamment les pratiques de fertilisation et la gestion de ces prairies. Donc ici, l'échelle, on va travailler à l'échelle de la parcelle. Comme l'a précisé Ronan, nous avons détaillé la méthode en 3 étapes. La première étape étant de décrire la mosaïque paysagère. Comme le montre le graphique à l'écran, la mosaïque paysagère, c'est le nombre de parcelles qui existent sur une surface donnée. Et comme vous pouvez le voir, la biodiversité augmente quand le nombre de parcelles augmente dans une même zone à un niveau de production équivalent. Cela est dû au fait que la diversité d'occupation des sols apporte dans les espaces cultivés de la résilience aux espèces faunistiques, à savoir qu'une espèce qui vit dans une parcelle qui subira un traitement pourra aller se réfugier plus facilement dans une parcelle adjacente au moment des traitements. Les effets liés aux pratiques agricoles agressives envers les espèces faunistiques sont plus limités lorsque la diversité de la mosaïque de culture est importante. Alors pour décrire cette mosaïque paysagère, voici les indicateurs qui sont collectés au moment de l'audit. Comme vous pouvez le voir, ce sont des indicateurs assez facilement accessibles par l'éleveur et qui ne demandent pas un temps de collecte trop important. Le second indicateur concerne la diversité du paysage. Alors je vous ai mis ici une photo d'un paysage avec une prairie. Au sein de ce paysage, qui n'est pas uniforme, on peut voir des arbres, des forêts, des lacs ou des pièces d'eau. Chacun de ces éléments a une contribution à la biodiversité et un potentiel de biodiversité différent. Alors, pour expliquer la diversité du paysage, l'indicateur utilisé ici est la surface de biodiversité développée. On part du principe que chaque élément agroécologique en 3 dimensions correspond à une surface développée et reflète la complexité paysagère de l'exploitation. Donc on comprend aisément que la biodiversité ne loge pas uniquement au sol, mais dans un arbre, elle existe aussi sur le tronc et au niveau du houppier. Donc à la fin, cet indicateur permettra de calculer la capacité de l'exploitation agricole à héberger différentes espèces faunistiques et floristiques.
Les données collectées pour le calcul de cette diversité paysagère sont listées ici. Comme vous le voyez, on recense les différents types d'éléments agroécologiques sur l'exploitation et à chacun d'eux correspond une surface de biodiversité développée. Cette surface de biodiversité développée a été calculée sur des bases scientifiques et sur la base d'études sur le terrain qui permettent d'en faire une moyenne et de ne pas avoir à refaire des calculs terrain à chaque audit. Le troisième élément de cette méthode concerne la gestion de la prairie permanente. Alors pourquoi la gestion de la prairie permanente c'est parce que la prairie est une zone de régulation si elle est gérée de façon peu intense. Donc elle est source de biodiversité développée et elle permet de recoloniser des milieux appauvris tels que les surfaces en culture annuelle qui ne permettent pas à la biodiversité de se développer tout au long de l'année. Donc il existe une dynamique d'échange entre les prairies et les autres couverts de l'exploitation, que ce soit les forêts, les cultures ou les autres éléments sur l'exploitation. Alors on se rend compte que l'intensité de gestion de la prairie peut avoir un impact sur la biodiversité. C'est assez intuitif quand on pense à la fauche. Par exemple, si la fauche de la prairie est précoce, les plantes n'auront pas le temps de monter en graines et par conséquent, la biodiversité pourrait en être réduite. Je vais maintenant donner la parole à Vincent Manneville qui va apporter les différents éléments concernant les premiers résultats obtenus dans le cadre des audits réalisés dans le programme Eurodéri. Bonjour à tous, Vincent Manneville, Institut de l'élevage. Je vais vous présenter en fait le résultat de façon très synthétique, les résultats des enquêtes et des diagnostics qui ont été conduits donc dans le cadre du programme Eurodéri à partir de la méthode Biotex qui permet d'évaluer globalement la biodiversité dans une exploitation d'élevage. Et donc, pour vous présenter cet échantillon en fait, il se traduit de la façon suivante, c'est qu'on a un quart des exploitations enquêtées qui ont été faites en Angleterre. On va dire qu'il y a 10% qui ont été faites en Finlande, il y a 35% en France, 10% en Hollande, et enfin, le reste, c'est une ou deux exploitations sur les pays Italie, Pologne, Espagne et Belgique. Si on regarde plus rapidement aussi la typologie en fait des exploitations ou des systèmes fourragers auxquels on a affaire, on a euh, beaucoup plus de systèmes, on va dire, fourragers euh, utilisant du maïs ou des prairies artificielles ou des prairies temporaires. Et on a un second type de système qui est en bleu et où là on se trouve sur des systèmes où la production laitière est produite sur une ressource de la prairie permanente, sur la ressource de la prairie permanente. Donc ce sont des systèmes dits herbagés. Alors pour ces deux premiers indicateurs, en fait, le premier indicateur lui traduit la fonction de mosaïque, mais globalement à l'échelle du territoire dans lequel se trouve l'exploitation agricole. Le second indicateur, lui, est un indicateur qui est plus auto-centré sur le parcellaire de l'exploitation et donc de la façon dont l'exploitant utilise ou occupe ces sols avec une diversité de cultures. Donc ces deux mosaïques, on va les confronter ensemble pour savoir si l'exploitation agricole améliore ou dégrade la situation par rapport à la mosaïque de son territoire. Si on passe par l'analyse, enfin un point sur lequel il faut insister, c'est les fameux zéros là qu'on retrouve. Donc ces fameux zéros veulent dire qu'en fait on est dans des situations de dominante de culture, de couvert, c'est-à-dire qu'on a au moins 95% de monoculture, entre guillemets, sauf que là, après vérification, on est dans des situations non pas de culture annuelle, c'est des espaces prairiaux permanents. Par conséquent, il faudrait pouvoir corriger
on les garde volontairement, mais corriger ou lire plutôt l'index de diversité pour ces situations plutôt autour de 2,5 parce qu'en fait on est dans des prairies multi-espèces, il y a au moins de 6 espèces dans ces prairies, voire une trentaine quand on est dans des situations de montagne moyenne. Par conséquent, il faut pouvoir apprécier ce zéro comme étant une situation favorable pour la biodiversité. Alors maintenant, si on coupe, si on coupe le graphique à partir de l'exploitation numéro 20 et qu'on regarde sur la gauche, donc on se rend compte par exemple pour l'exploitation numéro 10 que l'index pour l'exploitation se situe à 1,06 alors que pour le territoire on se situe à 1,41. Par conséquent, on est là dans une situation où l'exploitation est sur des cultures, une diversité de cultures moins riche que son territoire. Donc on peut considérer que la fonction de mosaïque, c'est plus le territoire qui la joue que l'exploitation agricole. Quand on se situe sur la droite du graphique et qu'on fait une lecture, par exemple pour l'exploitation numéro 30, là on se trouve sur une mosaïque paysagère à l'échelle du territoire qui est à 1,76. En revanche, l'exploitation, elle se trouve à 1,9. Là, on peut dire que l'exploitation tire plus la mosaïque, les effets mosaïques que son territoire. Donc l'exploitation est plus dans une situation où elle stimule la biodiversité plus que le territoire dans lequel elle se trouve. Donc l'idée qui va derrière cette situation, quand on prend les situations qui sont de gauche, il faut éviter d'avoir une trop grande faiblesse, une moins bonne richesse en termes de couverts, puisque ces couverts sont aussi, la diversité des couverts fait que on va pas intervenir tout le temps au même endroit sur les mêmes types de parcelles, on va avoir une diversité en fait de pratiques qui là donne des espaces de résilience aux espèces. Par conséquent, pour conclure sur ces deux premiers indicateurs, cette notion de mosaïque qu'on confronte à la notion de mosaïque de la ferme, donc dans 30% des situations enquêtées, on est dans une situation favorable. Donc, la mosaïque de la ferme stimule la biodiversité et c'est l'exploitation qui tire cette fonction mosaïque. Dans 35% des cas, on est dans une situation neutre, c'est-à-dire que le territoire est à peu près à la même échelle ou même index de diversité que la ferme. Et dans 35% des situations, on est dans des situations, on va dire, plus défavorables. Et donc, c'est plus de territoire qui stimule cette fonction de mosaïque plutôt que l'exploitation agricole. Pour l'indicateur 3, en fait, cet indicateur 3, lui, il essaye de prendre en compte la complexité paysagère. Donc la complexité paysagère, pour être plus clair dans l'expression de cette notion de complexité, on oppose plutôt l'hétérogénéité paysagère, c'est-à-dire le fait d'avoir une grande diversité d'éléments agroécologiques ou d'éléments fixes du paysage dans ces zones, c'est-à-dire d'avoir un patron paysager réalisé par des arbres, des haies, enfin tout le cortège en fait d'éléments agroécologiques que l'on retrouve sur des territoires, on va dire d'élevage. Et par ailleurs, cette notion en fait, on va la traduire on va passer plutôt d'une notion de trois dimensions, un arbre en 3 dimensions, une haie en 3 dimensions, à retraduire donc ces 3 dimensions avec une approche métrique et qui vont nous remettre ça en équivalent surface. Et cet équivalent surface, on l'appelle équivalent surface de biodiversité. Donc on oppose fragmentation du territoire et hétérogénéité du territoire. On oppose open field à bocage. Et si on regarde le graphique, toutes les exploitations qui vont se situer sur une surface de biodiversité développée inférieure à 50, eh bien, à 0,5, 50%, eh bien, on est dans des situations où
on fait de la fragmentation du territoire. Entre 50 et 70, on est dans une situation, on va dire, plus neutre, où il faudrait vérifier qu'un autre indicateur dans la méthode Biotex, mais on n'a pas choisi de le prendre, mais il faudrait vérifier la connectivité, la densité et aussi la répartition de ces éléments agroécologiques, donc sur le territoire étudié et sur l'exploitation. Et quand on se situe supérieur à 0,70, c'est-à-dire que 60, pour un hectare cultivé, on a 0,70 hectares de surface de biodiversité développée, ça veut dire que là, on est dans une situation où l'hétérogénéité joue son rôle en termes d'habitat, en termes de ressources alimentaires pour les différentes espèces dites ordinaires qui cohabitent avec l'exploitation agricole. Et pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de l'exploitation numéro 20. Et pour cette exploitation numéro 20, si on devait traduire de façon assez simple cet indicateur, en fait, on va dire que pour 1 hectare de surface agricole qui sert à la production, donc de surface agricole utilisée par l'agriculteur, eh bien en fait, 7 hectares génèrent ou comporte 1,29 hectares d'habitat favorable à la biodiversité. Donc en clair, on essaye de mettre en relation la balance entre la surface liée à la productivité ou à la production agricole et la surface qui est entretenue, préservée par l'agriculteur et qui stimule la biodiversité. Alors, pour conclure sur cette surface de biodiversité développée, donc toujours à l'échelle de l'exploitation, et là on va prendre l'ensemble de notre échantillon, on va faire une synthèse de cet ensemble, et bien dans 73% des cas, on a une situation qui est favorable ou neutre, donc de toute façon qui stimule la biodiversité. En revanche, dans 27% des cas, on n'a plus assez d'éléments agroécologiques sur les territoires, sur le parcellaire de l'exploitation agricole. Donc ça veut dire qu'on n'a plus d'espace, on va dire naturel ou d'éléments agroécologiques qui sont des espaces de résilience, mais aussi des habitats pour les espèces. Par conséquent, là, on est dans une situation d'érosion. Alors, pour terminer sur le 4e indicateur, l'indicateur, donc cet indicateur, il fait l'analyse en fait de ce qui se passe en termes de mode d'exploitation de la prairie permanente. J'insiste sur le côté prairie permanente, puisqu'en fait, on va essayer de caractériser la part de la prairie permanente qui serait très favorable à la biodiversité. C'est les BVD2 là sur le graphique. Celles qui sont, on va dire, à considérer la part de la prairie permanente qui est à considérer comme étant un espace semi-naturel, c'est-à-dire qui offre aussi l'habitat et l'alimentation aux espèces, donc c'est BVD1. Par contre, BVD0, c'est des exploitations, c'est des surfaces de prairies permanentes qui sont utilisées, on va dire, de façon soutenue. Et donc, ça veut dire qu'on fait des ensilages, des récoltes précoces, on a du pâturage intensif important, on utilise des fertilisants azotés importants pour faire du rendement. Alors, on n'est pas là pour dire qu'il faut les pénaliser. En tout cas, il faut essayer de trouver un juste compromis sur une exploitation agricole pour préserver peut-être un petit peu des espaces très favorables à la biodiversité ou favorables, et aussi être capable de produire du fourrage en étant plus intensif et pouvoir tenir économiquement cette ressource qui permet de produire du lait. Voilà, donc, et puis il ne faut pas oublier que quand même, on n'a pas analysé la partie sol de cette prairie permanente, mais si on devait prendre les sols en termes d'activité biologique et de diversité des sols, toutes les prairies permanentes sont dans des situations, on va dire, favorables ou très favorables en termes d'activité biologique. Donc on n'a pas pris ce compartiment-là, on regarde plutôt le compartiment plutôt terrestre. Donc, dans l'analyse de ça, si on prend l'exploitation numéro 36, c'est les modes d'exploitation et les modes de fertilisation en font qu'on est dans des situations plus extensives. On est tourné sûrement vers le pâturage avec peu d'engrais azotés.
Et par conséquent, donc, ces espaces-là sont des espaces qui permettent d'héberger, alors si je devais prendre un exemple, ça pourrait être les bourdons au titre des pollinisateurs sauvages. Et donc, dans ces prairies-là, on va retrouver souvent des fleurs donc, qui permettent aussi aux bourdons de trouver leurs ressources alimentaires. En revanche, si on se trouve sur l'exploitation numéro 20, là-dessus, l'ensemble de l'exploitation, enfin de la prairie permanente de cette exploitation agricole est utilisé, on va dire, au maximum. Donc, pas de place pour de la biodiversité terrestre. Donc le jugement, il n'y a pas de jugement à apporter, hein. Il faut bien que l'exploitant puisse assouvir les besoins de ses troupeaux. Mais là, bon, on est dans une situation qui est complètement opposée. Alors peut-être qu'il faudrait réfléchir à des situations qui sont un peu plus sur des compromis. C'est-à-dire que quand on a des prairies, par exemple, qui ont des caractéristiques d'humidité ou autres, eh bien, il faudrait les laisser un peu dans l'état et pouvoir les exploiter sur la façon dont elles sont capables de produire leurs ressources toutes seules et pas stimuler ça avec de l'engrais et du pâturage intensif. Donc tout ça, c'est une histoire de compromis. Mais l'idée, c'est pas de regarder l'intensification comme étant un biais pour la biodiversité sur ces espaces prairiaux, mais c'est plutôt de pouvoir extraire la partie de ces prairies permanentes qui sont moins soutenues en termes d'exploitation et qui sont des éléments agroécologiques au sens fort du terme, à considérer comme semi-naturels ou naturels, fournissant donc un habitat pour la flore et pour la faune. Alors pour conclure cet indicateur 7, cette prairie permanente, si on devait agréger l'ensemble de notre échantillon et dire que il est représentatif de l'Europe, alors qu'il ne l'est pas, hein, bien sûr, mais on pourrait dire que sur nos 38 fermes, si on donne un coup d'œil européen à la façon dont ces prairies permanentes sont utilisées, eh bien on aurait 53% des situations ou des surfaces qui seraient non favorables parce qu'en fait on est sur du pâturage continu, etc. Donc des gradients de fertilisation organique et minérale importants. Et pour 47% des autres situations, 47% des surfaces qu'on a identifiées là et diagnostiquées, on serait dans des situations qui sont ou favorables ou très favorables à la biodiversité parce qu'elle offre à la fois une richesse floristique importante, mais aussi un habitat et des ressources alimentaires pour de la faune. Donc je vous remercie pour votre attention à la lecture de ces résultats.